Alors bonjour Yannick, bonjour Lynn, comment allez-vous? Bonjour, très bien, Super. merci. Très bien, merci. Écoutez, on va peut-être commencer par toi Yannick, juste pour nous remettre un petit peu dans le bain. C'est quoi la CEF pour ceux qui n'auraient pas encore vu des émissions précédentes et nous expliquer un peu c'est quoi votre rôle? Oui, tout à fait. En fait, on travaille pour l'ACEF de la péninsule, qui couvre l'ensemble de la Gaspésie. Donc, on travaille essentiellement en lien avec les finances personnelles. On est un organisme communautaire là, qui offre des services à l'ensemble de la population qui en fait la demande. Donc, aussitôt que vous avez des questionnements ou des enjeux en lien avec vos finances personnelles, gênez-vous pas, appelez-nous. On travaille en consultation budgétaire. On fait aussi des ateliers d'éducation financière. On travaille aussi sur la défense de droits de consommateurs. Donc, aussitôt que vous avez des questionnements en lien avec vos finances, gênez-vous pas, appelez-nous. Alors pour ce mois-ci, vu que c'est le mois de septembre qui approche, on va parler de la rentrée scolaire. Bon, il y a beaucoup de rentrées qui se passent en ce moment. Il y a des gens qui reviennent de vacances, et puis les étudiants qui reprennent les études, les enfants qui retournent à l'école. Alors, je ne sais pas sous quelle approche tu voudrais peut-être Yannick ou Lynn commencer pour nous parler de la rentrée scolaire. Je peux peut-être commencer. C'est certain que la rentrée scolaire, c'est un aspect qui est très stressant, volet économique et d'autres aspects niveau académique. Mais moi, je vais m'en tenir à l'aspect économique pour les parents. Et des fois, les jeunes aussi. On doit aussi, là, des fois, dans la rentrée scolaire, les éduquer au niveau financier. C'est peut-être le bon moment aussi de les éduquer à ce moment, à cette période-là. C'est quoi tout l'aspect financier que les parents peuvent vivre lors des achats scolaires, des effets scolaires et aussi le linge qui est souvent renouvelé dans les garde-robes là, au début de l'automne. Fait que c'est certain que nous autres, qu'est-ce qu'on suggère pour les parents, de vérifier des fois de qu'est-ce qu'il y a comme inventaire à la maison dans les années passées. Des fois, on n'y pense pas, c'est serré dans une bibliothèque ou dans des boîtes et on peut avoir des très beaux, du beau stock que moi j'appellerais des belles articles scolaires qui n'ont pas été utilisés dans les années passées. Fait que ça, c'est de le faire, de voir un petit peu avant qu'est-ce qu'il y a. Et aussi, des fois, avec l'entourage, on peut faire des échanges de des articles scolaires à passer entre soi. L'autre volet, c'est sûr que quand on regarde les achats scolaires, c'est de regarder toujours les circulaires pour vérifier où il y a des bons spéciaux. Avant de se déplacer dans les commerces, c'est important de vérifier les circulaires. Puis les circulaires, on peut les avoir en ligne. Donc, fait qu'on peut toujours regarder avec notre cellulaire là, pour pouvoir mieux suivre ce côté-là. C'est certain que quand on va faire des achats, que ce soit les articles scolaires ou des vêtements, si on est capable d'y aller toute seule, sans les enfants, ça peut peut-être économiser parce que bien des fois, quand les enfants sont là, notre facture est élevée beaucoup plus que l'habitude. Puis si les enfants sont avec nous autres, c'est peut-être leur montrer l'aspect d'un budget, pourquoi qu'on doit respecter un budget, quand il y a des achats, des événements, moi j'appelle ça des événements spéciaux, que la rentrée scolaire casse énormément de casse-tête, excusez, casse-tête, donne beaucoup de casse-tête aux parents à ce niveau-là, parce que c'est des moments à niveau budgétaire qui est très difficile pour eux autres, à tous les niveaux. Fait que des fois, on met ça sur notre carte de crédit, mais la carte de crédit, il faut payer le minimum. Il faut payer rembourser le paiement après, à l'autre mois suivant. Fait que c'est certain que c'est là-dessus que des fois, il y a des surendettements que les gens vivent à ce niveau-là. Il faut faire attention. L'autre volet qui est important, que moi, je me dis, des fois, quand on magasine, c'est peut-être acheter exemple, un sac à dos ou la boîte à lunch, peut-être plus dispendieuse, mais qu'elle soit de meilleure qualité et plus durable sur plusieurs années. Parce que si on achète basse qualité, c'est certain qu'on va peut-être le renouveler plus souvent dans le courant des années scolaires. Et quelque chose que j'avais oublié, dans les achats de vêtements, c'est peut-être pas acheter tout le temps au début de l'automne tous les achats pour l'année en cours que notre enfant peut avoir besoin. Parce que les enfants grandissent et des fois, ils vont changer de mode. Je ne veux plus porter ça, je ne veux plus. Plus on a acheté des choses trop d'avance. Mais ça peut être décevant pour les parents aussi. Puis, il y a toujours dans les friperies qu'on peut aller voir niveau des vêtements. Et des fois, ça va être un échange aussi avec notre entourage. C'est toujours regarder
dans notre réseau social, voir là, des fois des échanges de vêtements, d'articles scolaires. Il y a il y a un bon réseautage que des fois, on peut économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est certain qu'à tout que les années, les parents se disent, je vais me planifier bien d'avance parce que je sais que le mois d'août, c'est dispendieux pour le retour à l'école. Ça coûte cher. Exemple, un jeune qui s'en va au cégep ou à l'université puis qui change de région, mais les parents, des fois, ils ont assumé les baux et tout le volet économique, transport et toute la nourriture que ça rentre dans le budget. Fait que ça, des fois, c'est de le prévoir, mais c'est pas toujours évident. Fait que c'est d'essayer toujours penser, de planifier d'avance qu'on fait nos achats de différents. En août, c'est de le planifier énormément d'avance. Puis comme je disais tantôt, les magasins à rabais, c'est des fois regarder les circulaires, ça c'est un truc à regarder. Puis vérifier les soldes. Fait que c'est certain que c'est possible avec une bonne réflexion, puis toujours penser, est-ce qu'on a vraiment besoin et est-ce que le jeune en a besoin à ce moment-là ou si on peut attendre un petit peu plus tard pour pouvoir faire les achats à différents niveaux. Oui, parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'on arrive trop tard. Moi, ça m'est déjà arrivé que sur les tablettes, là, il y a presque plus de cahiers. Quel type de pochette qu'on recherche, c'est déjà beaucoup parti. Oui, puis qu'est-ce qui est difficile dans les... Tu sais, nous autres, tous parents, on suit toujours la liste qui est demandée dans le volet, la commission scolaire va demander d'acheter tant de cahiers, tant de... Mais ça aussi, là, des fois, c'est de regarder, est-ce que c'est toujours utilisé vraiment, exemple, 10 cahiers Canada, mais est-ce que l'enfant l'utilise toujours, les 10 cahiers? Fait qu'allez-y avec la logique de l'utilisation qui a été faite dans les années passées aussi, là. Mais oui, malheureusement, les tablettes sont souvent vides et c'est là c'est l'importance de se prendre d'avance lors des achats scolaires. Oui. Il y avait un point que je trouvais ça intéressant que vous avez commencé à soulever, c'est l'idée que des fois, avec les questions de mode, il y a peut-être que les choses sont encore en très bon état, mais les enfants vont vouloir changer de trousse, de cartable, de choses comme ça, parce que souvent c'est à la mode ou c'était des marques. Oui, c'est beaucoup les marques, la mode. Des fois, oui, c'est quand ils vont à l'école qu'ils voient le petit ami à l'école, ben, que lui a telle marque, fait qu'il voulait ça. Là. Fait que des fois, il faut faire un petit peu attention. Puis peut-être, on peut attendre que l'école, des fois, elle ait commencé. Là. C'est sûr que tout le monde dit qu'il faut tout gérer avant que l'école commence à la fin d'août. Mais malheureusement, des fois, on peut peut-être attendre quelques semaines pour voir si on a fait des bonnes achats qui est payant pour soi, puis regarder notre budget, parce que si on regarde, tout augmente. Fait qu'il faut être conscient de ça, parce que même pour les achats scolaires, je regardais une statistique, ça a augmenté de 250 à 350 quand on achète tous les effets scolaires, comparé des autres années. Fait que ça aussi, malheureusement, il y a eu de l'inflation que les gens ont à vivre, à y faire face. D'accord. Et peut-être dans un volet, peut-être pour les plus grands, parce qu'on parlait déjà tout à l'heure de ceux qui étaient, ou les enfants qui s'en vont au cégep, ou ceux qui commencent peut-être à devoir faire des prêts et bourses. Est-ce que Yannick, tu aurais peut-être un point à nous soulever là-dessus? Oui, tout à fait. Moi, de mon côté, je me réservais plus le financement des études. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui de régime enregistré d'épargne-études, de prêts et bourses, de crédits d'impôt, davantage même pour les étudiants. On va y revenir. Donc, premièrement, au niveau du régime enregistré d'épargne-études. Bon, on entend ça souvent dans les médias, à la radio, à la télé, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Donc, un régime enregistré. Donc, tout ce que ça nous dit, c'est que c'est un compte qui est enregistré auprès du gouvernement, au même titre qu'un REER ou qu'un CELI. Donc, le régime enregistré d'épargne-études, ça le dit aussi, c'est de l'épargne pour les études. Donc, un REER, ça va être pour la retraite. Un CELI, ça peut être pour la retraite ou un projet distinct. Mais quand on parle de régime enregistré d'épargne-études, c'est spécialement fait pour le financement des études post-secondaires. Donc, quand on parle de REE, c'est un véhicule d'épargne. Donc, on économise des sous pour les études. C'est souvent les parents ou de la famille qui ouvrent le compte. C'est un produit financier qu'on ouvre dans une institution financière ou une société privée aussi. C'est pas obligé d'être une banque ou une caisse. Donc, c'est un produit financier là, avec des contrats, des modalités dans différentes institutions. Pour faire attention, bien lire les contrats avant d'ouvrir des régimes enregistrés d'épargne-études. Ça peut être différent d'une institution à l'autre.
Donc, très important. Donc, je disais que c'est un véhicule d'épargne, oui, parce qu'on prend des sous à chaque semaine, chaque mois, et on les dépose dans ce compte pour les études postsecondaires de l'enfant. Mais c'est aussi un véhicule d'investissement. Donc, ceux qui ont déjà ouvert un régime enregistré d'épargne-études le savent. Ils ont dû répondre à un questionnaire avant de l'ouvrir sur le profil d'investisseur. Donc, ce que l'institution financière fait, c'est qu'elle prend vos sous à chaque semaine ou à chaque mois que vous déposez dans le régime enregistré d'épargne-études et investit ces sous-là dans différents endroits, des actions, des fonds négociés en bourse. Là, on n'ira pas trop loin dans les détails d'investissement, mais c'est en gros pour vous dire qu'on va évaluer votre profil d'investisseur, qui peut aller de prudent jusqu'à audacieux. Puis l'institution financière qui gère votre régime va investir les sous que vous mettez à chaque semaine ou à chaque mois. Donc, c'est là que ça peut devenir payant. Parce qu'une personne pourrait me dire, pourquoi je ne fais pas juste mettre des sous dans un compte épargne conventionnel? Bien, c'est qu'il y a des avantages reliés au régime d'enregistrer d'épargne-études. J'y arrive justement. Bon, premièrement, il y a le rendement. On parle d'investissement. Bien, c'est tout à fait ça. Donc, l'institution financière qui prend vos sous et qui l'investit dans différents endroits, bien, il y a un rendement qui découle de tout ça. Fait que ce rendement-là, il est déposé directement dans le régime. Le régime fonctionne un peu comme un CELI. Donc, tout ce qui est rendement d'intérêt, tout ce qui est l'argent fructifie, bien, elle fructifie à l'abri de l'impôt. Vous ne serez pas imposé à la fin de l'année sur les intérêts encourus sur le régime. Donc voilà, ça fonctionne à peu près comme un CELI. Mais ce qui peut être payant aussi, c'est qu'au niveau du régime enregistré d'épargne-études, c'est des aides gouvernementales. Donc, le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien offrent des incitatifs, en fait, pour l'ouverture de régimes enregistrés d'épargne-études. Bon, bien sûr, il y a des limites. Je n'irai pas trop loin dans les chiffres, mais bon, pour un exemple vite fait, le gouvernement du Québec peut donner jusqu'à 250 $ dans l'année sur les prestations que vous avez versées au régime. Donc, un maximum de 10 %. Donc, un calcul vite fait. Dans l'année, vous réussissez à mettre 2500 $ dans votre régime enregistré d'épargne-études. Bien, le gouvernement québécois va mettre 250 $ dans le régime. C'est la limite de 250. Pour le gouvernement canadien, mais c'est un peu plus élevé, donc c'est un 20 % des cotisations pour un maximum de 500. Donc, encore là, le même exemple, vous réussissez à mettre dans l'année 2500 $ dans le régime enregistré d'épargne-études. Mais d'un côté, le gouvernement du Québec donne 250 et de l'autre côté, le gouvernement du Canada donne 500. Donc, 750 $ en cadeau pour financer des études de votre enfant. Bien sûr, c'est un pourcentage de vos cotisations versées. Donc, si vous ne versez pas de sous, le gouvernement ne vous en versera pas non plus. Il y a d'autres incitatifs aussi qui peuvent être intéressants pour les familles à faible revenu. Donc, les chiffres que je vous ai donnés là, tout juste avant, ça, c'est pour l'ensemble des ménages qui cotisent un régime enregistré d'épargne-études. Bien sûr, il y a d'autres incitatifs un peu plus payants pour les familles à faible revenu. Donc, je pense vite fait au Bon canadien pour l'étude. Pour une famille qui est considérée à faible revenu, le gouvernement canadien dépose 500 $ dans le régime à l'ouverture. On n'a aucun sou à mettre dans le régime enregistré d'épargne-études et le gouvernement du Canada émet 500 $. Donc, tout ça, c'est des incitatifs, de l'argent de plus qui est inclus au régime. Donc, en plus de vos cotisations, il y a l'intérêt encouru de l'investissement et en plus les incitatifs gouvernementaux. Donc, c'est là que ça peut devenir très, très, très payant d'ouvrir un régime enregistré d'épargne-études. Bien sûr, plus tôt qu'on ouvre le régime, plus d'argent qu'il va avoir aux études. Donc, je pense à mon petit garçon qui a 10 mois aujourd'hui. Mais si je rouvre un régime aujourd'hui pour des études à 17-18 ans, ben il va avoir quand même plusieurs milliers de dollars là, d'inclus dans son régime qu'il va pouvoir utiliser. Oui, puis juste pour information, cet argent-là, on peut pas c'est pas comme on peut le retirer quand on veut, c'est vraiment quand l'enfant va aller aux études qu'on aura le droit d'y toucher, c'est ça? Tout à fait. En fait, comme je disais tantôt, c'est un produit financier. Donc, dans le fond, il y a un contrat de signé puis il y a des modalités de décaissement. Mais en général, c'est oui, comme tu disais, c'est quand l'enfant fait des études post-secondaires, donc le cégep, l'université, et là, on peut demander le décaissement des sommes du régime enregistré d'épargne-études. On ne peut pas le décaisser avant. Mais du moins, on ne peut pas le décaisser avant. Il y a quand même une nuance parce que c'est une question que je me fais souvent poser. Oui, OK, mais si mon enfant ne va pas au cégep, ne va pas à l'université, qu'est-ce qui se passe avec les sous dans le régime? Bon, les sous ne sont pas perdus. Donc, les dollars que vous avez mis de votre poche dans le régime enregistré d'épargne-études ne s'effacent pas. Vous pouvez les transférer soit à un autre enfant. Donc, vous avez 2 enfants, le deuxième va à l'université, bien, ça peut être transféré à lui tout simplement. Sinon, si vous n'avez pas d'autres enfants, ça peut être transféré dans un REER conventionnel, donc pour votre retraite. Bien sûr, les incitatifs gouvernementaux qui étaient en lien avec les études vont être effacés. Donc, je parlais tantôt de 10 % de 20 % d'aide là, pour les études. Bien sûr, si l'enfant ne va pas aux études,
le gouvernement va revenir chercher ces incitatifs versés là. Aussi, il y a des questions d'impôts par rapport aux intérêts encourus, mais là, on tombe un peu plus dans le technique. Inquiétez-vous pas, les sous que vous avez mis dans votre régime ne sont pas perdus si votre enfant ne va pas aux études postsecondaires. Vous avez toujours la possibilité de le transférer vers un REER conventionnel. Donc, voilà pour le régime enregistré d'épargne études. Ça fait pas mal le tour. Je voulais vous parler aussi, en fait, tout ce qui est dans le lien avec les prêts et bourses. Donc, tu sais, je parle de financement d'études. Le prêt et bourse en est une grande partie. C'est pas tout le monde qui a réussi, qui a la chance d'avoir eu un régime enregistré d'épargne études qui paye une grande partie des frais de scolarité, parce qu'on sait que les frais de scolarité, ça peut représenter plusieurs milliers de dollars. Donc, souvent, les prêts et bourses sont nécessaires à l'étudiant pour pouvoir aller aux études. Donc, comment ça fonctionne un prêt étudiant? Mais on pourrait se demander comment un jeune de 17-18 ans peut emprunter des milliers de dollars dans une institution financière quand le dossier de crédit n'est pas monté. On sait que les compagnies, les institutions financières se fient sur le dossier de crédit pour pouvoir prêter des sous. Mais là, un jeune de 17-18 ans qui n'a jamais emprunté vraiment, il n'a tout simplement pas de dossier de crédit, c'est que c'est des prêts qui sont garantis par le gouvernement. Donc, si le jeune entre dans les critères gouvernementaux par rapport au prêt et bourse, l'institution financière peut à peu près pas le refuser. Donc, le prêt va être accordé. Bien sûr, c'est calculé sur le revenu du ménage, le revenu de la famille. Donc, un jeune qui est encore considéré aux yeux du gouvernement comme sous la charge de ses parents, le revenu des parents va être pris en compte et le montant du prêt risque d'être abaissé. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment en lien avec le revenu du ménage. Si vous travaillez depuis plus de 24 mois, vous êtes tout seul dans votre appartement depuis plus de 24 mois, c'est tout simplement votre revenu à vous qui va être considéré. Si vous avez un conjoint, le revenu du conjoint va être considéré aussi. Pour ce qui est en lien avec le remboursement du prêt, tout au long de vos études, quand vous allez être à temps plein, vous n'avez pas à rembourser le prêt en soi. Le gouvernement s'occupe de payer les intérêts à l'institution financière, donc il n'y a aucun remboursement tout le temps de vos études, donc quand vous êtes à temps plein. Bien sûr, quand vous êtes plus aux études, vous avez eu votre diplôme, vous avez un 6 mois pour vous revirer de bord là, en bon français puis commencer à rembourser tout ça, avec des ententes prises avec l'institution financière. Je parlais tantôt de prêts garantis par le gouvernement parce que c'est ça, si vous ne payez pas, si vous ne remboursez pas votre prêt à l'institution financière, ça va devenir une dette gouvernementale. Le gouvernement va payer l'institution financière et vous allez devoir des sous au gouvernement maintenant. Donc, très important pour préserver la bonne santé du dossier de crédit aussi. C'est très important de bien rembourser le prêt là, après les études. Parce que l'argent qu'on reçoit du prêt et bourse que l'étudiant reçoit, est-ce qu'il y a une restriction dans quoi il peut l'utiliser ou il peut le dépenser dans ce qu'il veut? Oui, en principe, il n'y a pas de restriction en soi. C'est sûr qu'il faut que le jeune soit inscrit à l'école, qu'il ait prouvé à l'institution financière qu'il est aux études. Donc, bien sûr, le loyer là, qui va servir au logement de l'étudiant pour les études, il peut l'utiliser pour ça. Donc, il n'y a pas de restriction en soi. C'est sûr que si tu n'es pas aux études, tu ne peux pas faire de demande. Là. Mais tu sais, comme je vous dis, chaque institution financière a des critères différents. Il y a d'autres produits financiers aussi, comme des marges de crédit étudiantes. On va y revenir tantôt, là. Parce que là, ça peut être un peu plus ou un peu moins restrictif. Très important de vous informer sur le produit que vous avez, de relire vos contrats pour être sûr de bien respecter les modalités de tout ça, puis pas avoir de mauvaises surprises. D'accord. Oui. Non, du coup, c'était ça que je me demandais par rapport à la dépense qu'on pouvait en faire, parce que j'ai déjà entendu des histoires où, oui, les jeunes sont inscrits, mais des fois, ça part vite dans les fêtes, les parties, puis, ou dans l'auto, l'essence, et du coup, ça se retrouve à être dépensé peut-être, surtout quand… Mais là, ça me permet de faire un clin d'œil et de nous renvoyer à l'émission dont on a déjà parlé, où on parle des finances et comment les jeunes, depuis le jeune âge à l'école, on peut bien gérer ses finances là-dessus quand on commence à l'école. Tout à fait. Je vois Lynn sourire. On travaille à la CEP, on parle de budget. Hein, fait que c'est vraiment notre domaine. C'est un point que je voulais amener. En plus, les prêts étudiants, c'est un point particulier dans le sens où c'était un gros montant au début de la session qui est versé, ou des fois, il y a d'autres modalités en plusieurs petits paiements aussi. Là. Mais imaginons l'histoire où est-ce que tu reçois un grand paiement au début de la session, puis tu ne le reçois plus après. Il faut être capable de bien budgéter ce montant-là, de bien diviser par mois les montants de loyer d'épicerie que tu vas avoir à faire avec ces montants-là, pour être sûr de, comme tu dis, pas fêter le premier mois et avoir de la misère à survivre le restant de la session. Oui, surtout que c'est pour les jeunes qui reçoivent pour la première fois des fois autant d'argent. C'est ça l'importance des fois d'être bien accompagné. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de financement qu'on peut avoir, autres que ces deux-là que tu as nommés?
En fait, au niveau du financement des études, ça ressemble pas mal à ça. En fait, c'est le revenu de travail de l'étudiant, les prêts et bourses et les sous qu'il va avoir économisés. Donc, soit avec le régime enregistré d'épargne études ou dans des comptes épargne tout au long de l'adolescence. Donc, c'est vraiment ça au niveau du financement des études. C'est sûr qu'il y a d'autres prestations possibles. Je voulais vous parler de crédit d'impôt. Je ne vous ferai pas une liste exhaustive parce qu'il en existe une multitude, là. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est au moment de faire vos impôts, signifiez vraiment à votre comptable que vous êtes étudiant et que vous avez droit à certains crédits. Les crédits tournent autour des frais de scolarité. On a déjà parlé, je pense, Céline qui avait amené le point dans une dernière entrevue en lien avec les frais de déménagement. Donc, on doit déménager pour aller à l'université dans une autre ville. C'est des frais qui peuvent être passés en crédit d'impôt là, pour être remboursés de tout ça. Donc, il y a tout ça. Il y a certains crédits d'impôt aussi pour après les études. Je voulais vous le nommer parce que moi, j'en ai bénéficié. J'ai été chanceux. C'est bon. Il y en a un, entre autres, qui est spécifiquement pour des régions éloignées comme la Gaspésie. Donc, c'est pour ça que je trouvais important de vous le nommer. Donc, le crédit d'impôt se nomme à peu près le crédit d'impôt pour nouveaux diplômés travaillant dans une région éloignée. Moi qui ai fait mes études ici au Cégep de Gaspésie et des Îles et qui travaille dans mon domaine d'études dans une région éloignée qui est la Gaspésie. Donc, j'ai eu le droit à un crédit d'impôt de plusieurs milliers de dollars. Donc, je vous invite à aller vous informer là-dessus. À la limite, nous appeler si vous voulez de l'information là-dessus. Là. Mais même après les études, ça peut être très, très pertinent de nommer à notre comptable qu'on était étudiant et qu'on vient d'être diplômé. Là. On a accès à toutes sortes de prestations possibles. Ce qui m'a amené à un dernier point là, en lien avec les étudiants, bien, c'est sûr qu'il y a d'autres avantages possibles avec les étudiants. Je vous donne un exemple. Moi, dans mon travail étudiant, je travaillais dans une épicerie à Gaspé. Donc, le mercredi, cette épicerie-là offrait un 10% de rabais pour les étudiants. Donc, ça peut être intéressant là, quand on déménage dans une nouvelle ville pour étudier, de voir les différents endroits qui offrent des rabais étudiants. Donc à l'épicerie où je travaillais, il y avait beaucoup d'étudiants le mercredi qui venaient profiter du rabais X. Là. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des produits financiers aussi qui est dédié strictement aux étudiants. Je parlais de marge de crédit étudiante tantôt, qui est différent du prêt étudiant, mais qui peut être très, très pertinent au niveau fiscal. Donc, informez-vous là, sur les différents produits financiers. Donc, c'est les points que je voulais vous amener. Là. Quand vous êtes étudiant, souvent, vous avez accès à des rabais ou à des crédits. Donc, informez-vous, prenez le temps de vous informer là-dessus. Oui, surtout la carte étudiant, des fois, avec, que ce soit par voyageur, le train. Enfin bon, quand des fois, on peut avoir des rabais au niveau des déplacements et puis des achats, effectivement, oui. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, Lynn, si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Ben moi, j'aimerais juste rajouter sur l'aspect financier. Là, Yannick a tout donné l'information qui peut être pertinente pour tout le monde. Mais moi, je veux informer que l'ACEF fait des rencontres individuelles avec du monde qui veulent partir en appart au début. Tu sais, une trousse de nouveau départ, là, dans le fond, on peut éduquer c'est quoi partir en appart, toutes les factures qui peuvent être payées. Là. Fait que ça aussi, c'est une éducation que les gens ne pensent pas, mais la CEF peut accompagner et soutenir à ce niveau-là. D'accord. Éduquer. Oui, puis tout le long qu'on se parle, le numéro de téléphone est affiché en dessous, ainsi que votre site Internet. Donc, j'imagine que c'est juste vous appeler, prendre rendez-vous, et puis là, vous rencontrez individuellement les parents avec les enfants ou les jeunes et les étudiants individuellement. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous voudriez nous mettre un peu l'eau à la bouche en disant quel serait le sujet du mois prochain? Mon Dieu, ça, je me rappelle plus du terme, là, j'avais regardé. Mais ma essence, c'est par rapport au volet des dettes, des dépenses. D'accord. En tout cas, oui, vas-y, Yannick. Non, ben moi non plus, vraiment, c'est un élément que je n'ai pas regardé avant l'entrevue, mais écoutez-vous pas, ça va parler de finances personnelles, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps et puis de nous avoir détaillé un peu ce volet de la rentrée scolaire du niveau financier, mais aussi au niveau des achats de matériel. Et puis, on se revoit sûrement le mois prochain. Oui, tout à fait. Ça va me faire plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.